Passé, comme tout le monde, en prépa par des moments difficiles, même en fait 2 années très difficiles, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce déblocage qui relève pas de la magie, mais qui relève de soi, qui relève d'une volonté personnelle, qu'on va un peu développer aujourd'hui. Et voilà, tout ça pour détailler un petit peu plus. Maintenant en école, je suis membre d'une junior entreprise, peut-être que vous ne connaissez pas forcément ce terme, mais ça met tout simplement en lien des étudiants comme nous, de notre école, et des professionnels du milieu aérospatial, ici en l'occurrence. Et ça permet de former nos étudiants, ça permet de les professionnaliser et surtout de les insérer dans le monde du travail. Tout ça pour dire que ce travail sur nous qu'on a développé avec Victor, qu'on va détailler, nous a permis non seulement d'intégrer une bonne école, mais aussi de développer des compétences extra-professionnelles, extra-personnelles, qui nous permettent de développer de l'audace, tout simplement dans ces milieux-là, de rencontrer des personnes qui nous permettent d'avoir des opportunités. Peut-être que Victor peut expliquer aussi son parcours de ce point de vue-là. Tout le monde m'entend bien. Écoutez, enchanté. Donc moi, comme disait Valentin, je m'appelle Victor. Pareil, j'ai fait 3 années de classe préparatoire. J'ai fait une première année de classe prépa scientifique. Ensuite, je suis parti en classe préparatoire HEC. Ensuite, moi j'ai eu pareil, des classes préparatoires très très compliquées, en tout cas jusqu'à la dernière année. Ma réussite au concours, ça a nécessité un long travail sur la philosophie et l'approche que je pouvais avoir du travail en fonction de ma passion, etc. Mais tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles on reviendra juste après. Donc comme je disais, finalement, grâce à tout ce travail-là que j'ai pu faire sur moi, mes concours sont extrêmement bien passés. J'avais eu d'excellents résultats au concours et délibérément j'ai choisi de partir à Toulouse Business School, donc l'école de commerce de Toulouse. Alors j'ai eu des écoles bien mieux classées que cette école-là. Et pourquoi? Parce que je voulais suivre ma passion qui était l'aéronautique et agir un petit peu, en tout cas être au cœur de ce secteur-là. Et ma première année à Toulouse Business School, j'ai intégré Escadrille Toulouse Junior Conseil. Comme je disais, Val, c'est également une junior entreprise, donc on n'a pas la même. Mais pour vous décrire un petit peu ce que c'est un cabinet de conseil, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En gros, si aujourd'hui vous allez en école de commerce plus tard, vous allez être amené à être recruté ou pas, en tout cas dragué par des cabinets de conseil. Donc c'est des boîtes comme EY, KPMG ou autres, des Big Four, qui proposent à des industriels, par exemple, des conseils sur leur stratégie. Et donc une entreprise, c'est un petit peu ça, c'est un cabinet de conseil mais qui est géré par des étudiants. Et donc quand je suis rentré dans ma jeune entreprise, sous mon mandat, on est devenu la jeune entreprise la plus renommée d'Europe avec l'un des plus gros chiffres d'affaires, etc. Et donc tout ça, c'est pas mal de réussite qui dépend uniquement de la philosophie qu'on va vous exposer un petit peu derrière, alors qu'on part de classe prépa très très compliquée, très très dur à gérer. Et donc pour détailler un petit peu, aujourd'hui, là je rentre dans 6 mois en alternance à la stratégie de Airbus. Donc ça c'est une alternance pareil en or que j'ai pu avoir grâce à la mise en application de tout ce dont on va vous parler jusqu'ici. Et tout ça pour dire qu'avec Valentin, on part quand même d'une base qui était très très compliquée en prépa. On a tous les deux assez mal vécu la chose. Et ça fait à peu près, je dirais maintenant 4 ans, je pense, qu'on travaille un petit peu une nouvelle philosophie du travail qui, elle, nous a permis aujourd'hui de nous propulser parfois dans des sphères qui ne nous appartiennent même pas par rapport à notre école. Voilà. Ouais, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Victor, certes on a eu des bonnes écoles et on a un petit peu boudé des écoles qu'on aurait pu avoir un peu au-dessus. C'est pas pour du tout vous inviter à avoir une école médiocre alors que vous avez Centrale Paris, c'est juste pour vous dire, et ça va être l'objet un petit peu de la présentation, interactive, ne vous inquiétez pas, ça va pas être que nous qui allons parler. Tout ça pour vous dire que on a choisi ce parcours par passion, parce qu'elle s'est révélée à nous, parce qu'on a su que ça nous est vibré. Concernant Victor, c'était plutôt l'aéronautique, moi c'était plus le spatial. C'est le moment où je me mets un peu en valeur. J'avais eu Centrale Paris en 5,5 et j'ai choisi Supaéro précisément pour le parcours que j'ai actuellement, en junior entreprise aussi, donc au sein de Supaéro, mais qui me permet maintenant d'avoir été chef de projet pour le GIFAS, donc c'est une association d'aéronautique avec les plus gros groupes d'aéronautique notamment, et aussi d'être en relation et puis en collaboration avec le MEDEF Haute-Garonne et l'Aerospace Valley, donc c'est un incubateur, c'est plutôt une association de start-up et de gros groupes aérospatiaux
aérospatiale, pardon. Voilà, c'était juste pour vous introduire un petit peu la démarche de pourquoi on a fait ces choix par passion. Rassurez-vous, on va vous parler de votre vie en prépa, et c'est tout l'objet, mais c'est juste pour vous dire que ça va au-delà, et que la philosophie qu'on a en tête et qu'on a seulement déployée en 3e année de prépa, c'est un peu regrettable, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour que... on n'a pas eu cette chance, nous, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous a mis en tête ces objectifs, cette volonté d'entreprendre. Et c'est pour ça qu'on pense avoir une plus-value pour vous. C'est vous de le mettre en tête, maintenant, et pas au moment de faire 5 demi, tout simplement. Complètement, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la vidéo aujourd'hui. On sait très bien, la prépa, ça vous prépare à avoir un niveau académique qui est hors norme, hein, qu'importe les écoles que vous allez avoir derrière, vous avez quand même une avance phénoménale. Et nous, on n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant, certes, la prépa, c'est quelque chose qui vous prépare à avoir le niveau académique qui va vous faire réussir vos concours, qu'importe l'école que vous ayez, mais pour vraiment exceller dans ce qu'il y a post-prépa, hein, dans la vie post-prépa, et même au concours, on pense à un moment, il n'y a pas que ce côté académique-là. En fait, aujourd'hui, il faut absolument que vous ayez une solidité mentale, ou en tout cas une approche de travail qui vous correspond et qui vous permette de mobiliser toute l'énergie disponible et nécessaire pour réussir vos concours mieux que les autres, qui au final auront un niveau académique similaire au vôtre. Ouais, peut-être tu peux passer à la slide d'après. Donc là, c'est pour faire un peu la transition avec ce que vient de dire Victor, pas mal de mots-clés, pas mal de phrases qui devraient vous parler. En fait, elles ne sortent pas nulle part, déjà de notre expérience à nous, de la prépa, mais aussi d'élèves qu'on a en visioconférence. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a des élèves qu'on suit une fois par semaine. Donc ça ne va pas être l'objet de notre présentation, mais c'est juste pour vous dire un petit peu quel est notre background derrière dans cet accompagnement d'élèves, étudiants, etc. Et on a déjà pas mal de camarades du lycée Saliège qui sont déjà dans la communauté. Qui sont dans la communauté Tyler, pas mal de Saliège ici, peut-être que vous les connaissez. Voilà. Pour revenir sur ce que disait, ce dont parlait Victor, c'était cette notion en fait, de passion qui va même au-delà de la prépa. Certes, c'est bien de penser à l'après-concours, mais c'est aussi très important pour la notion de motivation, par exemple, au quotidien. C'est un thème qu'on aborde régulièrement avec nos élèves en visio. Cette motivation, si elle est artificielle et si on se force à se dire le matin il faut que je travaille pour le concours, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. On est passé par là, ça ne peut pas être optimal. Ça passe nécessairement par un travail qui peut être un peu long, mais c'est l'objet de l'accompagnement qu'on propose, d'introspection pour savoir qu'est-ce qui vous fait littéralement vibrer, c'est propre à chacun. Et une fois que vous l'avez trouvé, seulement après cette étape-là, on voit ensemble comment au quotidien on arrive à conserver cette passion. Et cette passion, le fait d'avoir du lien entre l'objectif final, passion, et sa progression, son escalier, son levier pour atteindre cette passion et cet objectif, et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait par un travail rigoureux, quotidien, sans entrer dans le détail. Je pense que tout le monde ici a eu des pics de motivation et des baisses de motivation régulières. C'est jamais stable. Et souvent, vous le subissez. Vous n'avez pas la main dessus. C'est tout à fait normal, hein, c'est complètement humain. Ce qu'on vous propose dans ce genre d'approche, par exemple, pour cette motivation au quotidien, c'est de prendre la décision, parce que ça relève que de vous, prendre la décision d'avoir une stabilité. Une stabilité dans cette motivation. Et ça passe par quoi? Ça passe par un travail quotidien qui ne prendra pas toute votre énergie, rassurez-vous, mais qui prendra un minimum d'énergie au début pour prendre cet automatisme de injecter cette passion dans votre quotidien. Ça peut prendre l'exemple de... Par exemple, vous savez que votre passion, c'est le spatial, par exemple. Un hasard total de prendre cet exemple, mais vous regardez une vidéo juste avant de faire de la chimie, par exemple, si ça ne vous intéresse pas. Sachez que ça vous met dans un état mental propre à réaliser l'objectif parce que c'est légitimé par l'objectif que vous avez en tête. Votre corps et votre esprit seront dans l'optique de travailler parce que c'est légitimé, je le répète, par cet objectif. Il y a aussi le travail de visualisation, de se mettre en état mental pour y arriver. Voilà. On ne va pas entrer dans le concret, mais tout ça pour vous dire qu'un exemple qui est seulement le premier point ici, qui est la motivation, qui est sûrement une grosse problématique chez vous, et ça l'a été pour nous aussi, et bien en fait c'est une volonté. Ça part d'une volonté et d'une décision de sa part pour parvenir à réussir à avoir cette motivation qui soit plus... que vous ne subissiez plus, vous ne soyez plus esclave de cette motivation qui est aléatoire et qui est une sinusoïde, mais qui soit plutôt beaucoup plus constante parce que contrôlée par injection de votre passion au quotidien. Alors faut-il encore la trouver?
Et ça, il n'y a pas de souci non plus parce que c'est aussi l'objet de nos interventions. Mais voilà, c'est un exemple. Ouais. Tout ça, c'est vraiment relatif à des questions de comment est-ce qu'en prépa, vous arrivez à mobiliser votre énergie parce que, enfin, sincèrement, il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois quand on discute avec les élèves qu'on peut avoir, c'est qu'ils me disent tout le temps, oui, mais je pense que ma baisse de motivation est aussi très liée au fait que des fois il y a des périodes où on a pas mal de DS, pas mal d'examens et on est crevé. Et voilà, on a juste envie d'une chose, c'est de dormir quand on rentre chez soi, etc. Et je comprends parfaitement parce que j'étais dans la même situation un petit peu en prépa. Parfois, je mettais un petit peu sous le tapis le fait que des corrections de DS ou autres pour aller dormir parce que j'étais complètement KO. Et en fait, une fois qu'on a pu réfléchir à tout ça avec Valentin et qu'on a appliqué un petit peu cette philosophie, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un principe de base, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quel âge? 18, vous avez tous 18. Voilà, on a pas mal de nos élèves qui ont pareil le même âge que vous, qui ont 18 ans, nous on en a 21. On a 21 et que ce soit à 18, à 19, 20 ou 21 ans, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a une quantité d'énergie qui est énorme à dépenser. Et ça, on l'oublie trop souvent parce qu'on est là en prépa, oui, on est KO, je comprends bien, on a des examens, etc. Moi, j'étais pareil. Pour tout vous dire, moi, je suis une marmotte, j'ai besoin d'énormément dormir pour être performant. Et pourtant, j'ai découvert l'année dernière, quand j'étais vice-président de la jeune entreprise, sur mon mandat, on a remporté le prix d'émergence d'Europe, meilleure approche commerciale par EY, on a bossé pour Accenture, on a gagné énormément de choses, mais tout ça, ça nécessitait du travail qui était énorme. C'est-à-dire qu'en plus des cours, je me couchais tous les jours à 4h du matin et je me levais à 8h. Pendant 3 à 4 mois. Et pour moi, je pensais que c'était tout bonnement impossible au départ. Et au final, c'est là que ça m'a vraiment frappé en pleine face, c'est que une fois qu'on a conscience qu'à 20 ans, à 18 ans, on a toute cette énergie à déployer, et qu'on se rend compte que c'est uniquement une question de motivation qui nous permet de déployer cette énergie, on peut commencer un travail sur soi, et on peut commencer à véritablement travailler pour les bonnes choses, en tout cas pour les bonnes raisons. Parce que, comme disait Valentin, et ça c'est lourd de sens, c'est que si vous vous mettez dans la tête, oui ce matin, voilà, pour me motiver, je me dis, voilà, je bosse ce matin, et après voilà. Si vous n'avez pas d'objectif derrière, pas de lien avec, avec la réalité qui vous attend plus tard après la prépa, vous n'arriverez pas à motiver, en tout cas à vous motiver, ou en tout cas à mobiliser suffisamment d'énergie pour travailler sur le long terme. Et moi, toute cette énergie-là, je parle encore une fois à titre personnel, j'ai pu la trouver uniquement parce que mon travail était lié à ma passion, ou en tout cas à un désir d'accomplissement qui était interne à moi. Et tout ça pour vous dire que ce qu'on propose véritablement avec Tyler, c'est de vous aider à repenser vraiment votre approche que vous pouvez avoir du travail, en tout cas du travail en prépa, parce que la prépa c'est quand même quelque chose qui, soyons très clairs, soyons très cash, c'est quelque chose qui est quand même assez aliénant parfois. Vous faites des maths, au-delà de la géopolitique qui reste extrêmement concret, vous avez quand même des exercices, en tout cas des modèles de pédagogie qui peuvent paraître un peu aliénants. Et si vous n'arrivez pas à rattacher cet abstrait de la prépa à quelque chose de réel, vous n'arriverez pas à trouver la motivation qui fera que, au-delà de votre niveau académique, vous allez pouvoir briller au concours, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Le concours, c'est aussi une question de brio, en particulier quand on a au moment des épreuves orales. Voilà. Juste revenir avant qu'on passe à la slide d'après, sur cette notion d'énergie. Peut-être que vous avez l'impression que ce dont on vous parle, ça va être un gain d'énergie. Ou peut-être qu'en mettant en place peut-être des techniques artificielles, ça vous semble peut-être artificiel de regarder une vidéo, de faire de la visualisation pour se dire là je vais me mettre à travailler, etc. On ne vous propose pas de gagner de l'énergie. On suppose que vous avez une base d'énergie donnée. Imaginez que c'est une jauge de 100, comme dans Mario, une jauge remplie. Et en fait, on ne vous propose pas d'augmenter cette jauge. On vous propose de composer avec ce que vous avez. Et là où vous avez la main, c'est quoi? C'est dans la décision de comment vous répartissez cette énergie, tout simplement. Elle se divise en quoi? Ça se divise en sa progression personnelle, bien sûr, ce qui dépend de vous. Ça se divise aussi, c'est écrit là, l'image que vous renvoyez aux autres, surtout que ce soit en cours, poser une question. Ça a l'air simple, je pense que c'est pas simple pour vous, ça n'a pas été simple pour moi non plus. L'image que vous renvoyez vis-à-vis de vos profs, que vous voulez conserver, et donc pas sortir de votre ego de votre coquille, de sa coquille, pendant l'école, pendant les moments où vous voulez poser une question. Comprenez que si vous investissez 80% de votre énergie à cette image que vous renvoyez vis-à-vis des autres, ce qui est tout à fait humain de base,
Mais comprenez que si vous renvoyez 80% de cette énergie pour ça, 10% pour un stress que vous pourriez gérer, il vous reste 10% pour votre progression. Donc sachez que c'est une décision qui vient de votre part, qui va demander un travail, et surtout d'accepter que vous allez devoir un petit peu négliger cette image que vous renvoyez vis-à-vis des autres. Il y a des leviers pour ça, il y a des leviers pour passer à l'action, il y a des leviers pour relativiser ce sentiment, puis ces représentations que vous vous faites du réel et des autres, qui vont vous permettre d'accepter en fait, de changer la donne et de passer non plus de 80 à 20, mais de 20 à 80. Et donc vous aurez 80% de votre énergie qui est la même, je le rappelle. Vous n'aurez pas plus d'énergie, vous ne serez pas dopé, vous n'aurez pas des médicaments à vous mettre dans la face. Désolé d'employer ces mots-là, mais il n'y a rien de tout ça. Nous, tout ce qu'on a mis en place, et j'en parle à titre personnel, c'était une philosophie qu'on avait depuis 4 ans, que j'ai mis en place. Il a fallu du courage au début, pendant mon année de 5,5. Je ne vous souhaite pas de faire 5,5 et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est une décision de changer ce curseur et de placer non plus 80% d'énergie aux autres, mais à moi. C'est pas que les autres, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Mais en tout cas, c'est... Et là, on va peut-être pouvoir changer de slide. Peut-être même celle d'après, parce que, bon voilà, c'est pas forcément dans l'ordre. Sur notre philosophie. Elle est basée sur ce qu'on pourrait appeler un algorithme de l'échec, surtout du point de vue de la prépa. Moi, j'ai une question à vous poser. Bon là, n'hésitez pas à lever la main, il n'y aura pas de jugement de prof ni de camarade, là on est entre nous. Quand vous avez un échec, vous avez par exemple un DS loupé, une colle qui est loupée, quelle est objectivement votre réaction? Peut-être pas réaction, mais quelle est la réaction, vous ne la contrôlez pas. C'est peut-être des larmes, c'est peut-être de la colère. Moi, c'était de la colère. Ça, très bien, acceptez-la, embrassez-la, et ne vous sentez pas coupable d'avoir cette réaction. Là, la vraie question que je vous pose, c'est dans les heures qui suivent, dans la journée qui suit, la réaction est passée, et quelle est votre décision? Quelle est votre action? Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous jetez la copie une fois que vous la récupérez? Est-ce que vous essayez de reprendre en profondeur le DS? Qu'est-ce que vous faites, objectivement? Vous pouvez y aller, moi je l'ai brûlé. N'hésitez pas. Moi j'ai déjà arraché, j'ai déjà... Alors, c'est pas du tout ce qu'on... On n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire ça. Juste objectivement, il y a votre directeur derrière, donc vous êtes peut-être pas forcément à l'aise. Mais... Franchement, spontanément, effectivement, dites-nous. Vous avez chacun une tactique, une méthode. C'est intéressant d'échanger. C'est juste pour qu'on échange là. Sherazade, qu'est-ce que vous faites? Vous ratez jamais les maths de maths. Vous ratez jamais les devoirs, c'est ça? Quand vous les ratez, qu'est-ce que vous faites? Au début, je pourrais dire que je suis très énervée, à tel point que je pourrais même arracher. Mais après, je me dis que je devrais laisser cette colère de côté et me remettre dans les chapitres que j'ai loupés et retravailler ça en profondeur. Parce que ce sera bien sûr au concours. Je ne bosse pas pour l'école VDS, je bosse pour mon avenir. C'est ce que tu te dis ou est-ce que tu le mets vraiment en place? Au début, c'est difficile à mettre en place. Mais j'essaie d'y arriver. En tous les cas, je devrais... tu as déjà une démarche beaucoup plus mature que la plupart des étudiants. Non, c'est vrai, il faut le dire. C'est inédit parce que la plupart du temps, c'est plus la réaction qu'on a eue à l'époque. Là où on veut entrer un peu dans le détail, c'est que... Moi, je vais me poser une question. Les autres, est-ce que vous avez... soyez honnête, soyez honnête avec vous-même et honnête avec nous. Est-ce que vous avez le courage de reprendre les chapitres que vous avez loupés pendant un DS de maths, juste après? Ou est-ce que vous me mettez sous le tapis et hop, on passe à autre chose Moi, je passe à autre chose, mais j'y reviens plus tard. Soit pendant les vacances, mais pas direct. Et vous? C'est pareil. Totalement, et après ça revient. En vrai, c'est le schéma classique. Tous les élèves qu'on a, c'est pareil. C'est normal, c'est un mécanisme de préservation de votre cerveau, de votre décence mentale, c'est normal. Là où on veut un petit peu vous mener, c'est faire preuve de discernement en fait. Vous avez un échec, je le répète, vous acceptez, vous embrassez cette émotion négative, cette colère, très bien. Et ensuite vous faites preuve de discernement, donc ça demande un peu de sagesse, un minimum, c'est-à-dire réussir à objectivement distinguer si cet échec dépendait vraiment de vous ou s'il dépendait pas forcément vraiment de vous. S'il dépendait globalement de vous, là on vous invite à déployer votre responsabilité, donc c'est ce qu'on disait là, reprendre le DS en profondeur et pas juste les erreurs commises. C'est cette notion, il faut que je la reprenne totalement dans ce chapitre-là et que je le comprenne, et tant que c'est pas le cas, je continue.
remettre en question un peu sa rigueur, remettre un peu en question son organisation peut-être, très bien. Mais dans ce cas-là, c'est de la responsabilité. Dans le cas où ça ne dépend pas de vous, et ça c'est peut-être un peu dur, c'est accepter en fait, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise parce qu'il peut y arriver, ça peut souvent arriver en colle en fait. Je ne suis pas là pour blâmer vos colleurs, etc., mais il y a beaucoup moins de justice et beaucoup moins d'égalité dans une colle. Dans des situations comme ça, sans entrer dans un défaitisme profond et sans excuser tout ce qui vous arrive par du lâcher-prise, il faut quand même reconnaître que parfois vous n'avez pas la main, et dans ce cas-là, il faut l'accepter et lâcher totalement prise, c'est-à-dire laisser couler et passer à autre chose. Dans tous les cas, vous noterez que ce travail de discernement, qui permet ou bien d'un côté de déployer sa responsabilité, ou bien d'un côté de lâcher prise, c'est-à-dire ça dépendait de vous ou bien ça dépendait pas de vous, ça permet de passer à l'action. Et ça permet de ne pas rester sur une rancœur de déesse. Et surtout, c'est le plus grave, et ça m'est arrivé, toi j'imagine encore plus, parce qu'il a changé de filière, voilà, c'est le moment de se moquer de lui. Ça crée une crispation et une angoisse sur la matière. Moi, ça a été le cas en physique. Le fait d'accumuler et de ne pas faire ce travail de discernement, qui me permet de passer à autre chose et de passer à l'action en déployant, je le répète, ou bien sa responsabilité, ou bien son lâcher-prise, ça permet d'avoir un œil complètement objectif sur la matière et plus avoir une angoisse et une crispation. Parce que cette crispation, elle va faire quoi? Elle va créer une marche, tout simplement, entre votre état actuel et l'idée que vous vous faites de la matière. En général, la marche, elle est 2 fois plus petite que l'image que vous faites, mais ça vous permet ça vous empêche de passer à l'action à chaque fois. Ce qui vous fait peur, j'imagine que vous avez des matières faibles, vous avez peur de les travailler. Mais une fois que vous êtes dans la matière, vous voyez bien que ça se passe bien. Enfin, peut-être c'est plus dur parce que c'est votre matière faible, mais c'est le moment de passer à l'action qui est très dur. À nouveau, c'est l'objet de toutes les notions qu'on développera, c'est changer cette notion de cette représentation de votre travail, de l'image que vous avez de votre travail, de votre confiance, c'est-à-dire savoir ce que vous valez et avoir conscience que, par exemple, quand vous levez la main et que vous posez une question idiote aux yeux des autres, c'est qu'une portion de la réalité, c'est qu'une portion de vous. Vous êtes d'accord que quand vous posez une question à 8h du matin en maths, c'est pas vous, c'est pas votre personne entière, c'est pas Valentin, je m'appelle Valentin, enchanté, c'est pas Valentin à l'époque quand j'étais en 3,5 qui à 8h posait une question idiote, c'était pas ma personne entière qui parlait, c'était moi à cette heure-là, dans cet état de forme-là, avec la volonté de progresser. Et la confiance, c'est quoi? C'est savoir ce qu'on vaut et savoir qu'on veut progresser et accepter de mettre un peu de côté cette image qu'on renvoie aux autres. Ça reste des camarades, d'autant plus, dis-le. Ouais, d'autant plus que nous, cette problématique-là, on l'a vu très très souvent avec nos élèves, des élèves qui n'osent pas poser des questions en cours par peur un petit peu d'être jugés par le reste de la classe ou autre. Mais il faut bien savoir que, en plus de ce que Valentin vous a dit, c'est absolument pas, si ce qui vous intéresse c'est votre image auprès du groupe, c'est absolument pas non plus vous rendre service que de ne pas poser de questions. Je m'explique. Aujourd'hui, pour moi c'est extrêmement important et ça illustre le fait que ce qu'on propose avec Tyler, c'est aussi des conséquences sur à quel point vous êtes à l'aise d'un point de vue social et pas uniquement d'un point de vue de la prépa. Ça peut avoir des applications qui sont hors prépa. Mais il y a quelque chose qui vraiment est dans l'esprit de tous nos élèves, et ça on le voit, ça nous frappe en pleine face, hein, si je puis dire, c'est qu'ils ont toujours cette crainte de poser des questions, ou en tout cas de paraître moins bons. Valentin parlait tout à l'heure de la matière faible. On a pas mal d'élèves qui aussi, une fois qu'ils ont une matière faible, ils ne reprennent pas véritablement leur DS parce que ça demande beaucoup d'énergie de mettre son ego de côté ou autre, de reprendre ça, et une fois qu'ils se retrouvent en TD ou en travaux de groupe, ils appréhendent énormément de moments parce qu'ils savent que, en tout cas ils s'imaginent que le reste de la classe a un niveau abyssalement supérieur au leur, et donc ils ont des craintes à travailler en groupe, etc. Ou en tout cas ils n'assument pas leur niveau. Et là on touche à un principe clé, c'est que ce soit pour poser une question ou pour arriver dans un TD noté de groupe, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas plus rassurant auprès d'un groupe, en tout cas quelque chose qui vous mettra plus en position de force, que d'assumer complètement qu'il y a des notions que vous ne maîtrisez pas. Ça peut paraître complètement aberrant de dire ça, mais finalement, quand vous travaillez en groupe, on va parler des TD, si vous arrivez en TD un petit peu inquiet parce qu'il y a des notions que vous ne maîtrisez pas, vous n'osez pas le dire,
Au final, au bout d'une heure, le groupe se rendra compte que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'avez pas prévenu, et au final, là, ils vous en voudront. Alors que arriver dans un groupe et être parfaitement clair sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est en fait faire une action pleine de lucidité et faire une action qui est pour le groupe. Parce qu'un groupe, voilà, c'est servir des objectifs ensemble. Je vais vous donner un cas qui est très personnel. Quand j'étais en junior entreprise, donc j'étais vice-président de ma junior entreprise. Quand on est rentré en mandat, c'était un mandat d'1 an, sur le papier, on n'était absolument pas une équipe qui était au-dessus. Des mandats précédents. Ça faisait 40 ans que ça existait. Sur le papier, on n'était pas si bon. Et en fait, c'est simplement qu'on avait non pas des individualités qui étaient exceptionnelles, mais on avait ce côté résilient face à l'échec et ce côté de, voilà, on est un groupe, l'idée c'est pas d'avoir des individualités fortes, c'est d'avoir un groupe qui est capable d'être dans la merde, excusez-moi du terme, et de gérer la merde ensemble et d'atteindre les objectifs ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est possible uniquement si chaque membre du groupe est dans une démarche de transparence complète avec le reste du groupe. Si vous assumez une matière faible, en fait, ça vous rend complètement, et j'aime beaucoup ce mot, ça vous rend complètement inattaquable d'un point de vue du groupe, étant donné que vous assumez complètement. Et derrière, c'est exactement le même phénomène qui se passe quand on a une question à poser en classe. Si vous assumez complètement votre question, en réalité, il y a deux choses. La première, c'est que ça vous rend inattaquable parce que voilà, vous avez une question et les gens qui se moquent de vous, de toute façon, sont eux qui seront raillés derrière parce que vous êtes légitime auprès du groupe. Si tant est qu'il y a des gens qui se moquent de vous, parce que généralement, c'est un peu un mythe dans votre tête, mais les gens s'en foutent complètement parce qu'il y a ce fait très pragmatique de une question qui est posée en cours, c'est prouvé, ça reste 30 secondes, pas plus, dans l'esprit de vos camarades, et après, ça disparaît complètement. Et rendez-vous compte de ça. C'est que parfois, vous loupez des opportunités pour 30 secondes où 30 secondes, vous allez exister encore une portion de vous-même dans l'esprit de vos camarades et qui, en plus, n'auront pas nécessairement un regard malveillant, ce qui même, dans la plupart des cas, jamais le cas. Je reviens un peu là-dessus. Ça a l'air complètement contre-intuitif, effectivement, de se dire que je vais participer. Par exemple, un travail de groupe, ça m'est souvent arrivé en prépa, des TD en maths à faire en groupe. Vous n'avez peut-être pas ça, mais c'est pour illustrer un petit peu cette démarche d'assumer sa faiblesse. Ça donne effectivement l'impression que si on assume une faiblesse, on va être un frein. On met un panneau sur son front et on dit je me présente, je suis un boulet. En fait, pas du tout. Ça a l'air contre-intuitif, mais précisément, en assumant sa faiblesse, c'est un acte d'honnêteté et de transparence par rapport au fait que j'ai envie de faire avancer le groupe. Et en vous montrant cette faiblesse-là, je vous montre tout ce que j'ai et je vous montre avec quoi je peux composer. Donc j'ai envie, c'est une preuve en fait de dire je suis mauvais là-dedans. Ça me permet de vous montrer, de vous assumer que j'ai envie de faire avancer le groupe et donnez-moi les clés pour être le meilleur dans ce que je peux proposer. C'est juste ça que ça dit quand vous assumez une faiblesse. À votre échelle, par exemple, posez une question, sachez qu'il y a une autre dimension qui entre en compte. Vous l'avez déjà entendu par vos profs, mais c'est réel. Vous levez la main, vous avez une question à poser, vous pouvez être sûr qu'il y a 2 personnes ou 3 qui ont la même question. Et ces gens-là ne vous remercieront pas. Donc sachez que vous êtes un héros de l'ombre, sachez-le. Et ça, vous pouvez être fier de ça aussi. C'est pas pour ça que vous le ferez, bien sûr, c'est pour vous. Mais à nouveau, vous rendez service en le faisant. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas du bullshit que de dire ça, c'est réel. Dans un groupe, ça se voit tout le temps. Assumer sa faiblesse, mettre sur la table sa faiblesse, c'est dire je veux faire avancer le groupe et je vous montre, je me mets à nu pour vous. C'est une image, hein, bien sûr. Pour faire avancer le groupe et je vais mettre toutes les clés que j'ai en main pour faire avancer le groupe. J'ai un exemple un peu personnel aussi là-dessus, qui n'est pas dans le cadre typique de travail de groupe en prépa, mais c'était en prépa. Donc à Ginette, là où j'étais, du coup, pendant la 5/2, j'étais représentante de ma classe et aussi de l'établissement. Et du coup, j'avais une posture à tenir un peu. Là, c'est vraiment une image à tenir dans ce cas. C'est pas ce que je vous suggère de tenir, mais dans mon cas, c'était un peu obligatoire parce que je représentais un peu la structure de la classe. Il fallait que je montre de la confiance, etc. Et j'avais ça en tête. En fait. Je me disais et je me persuadais que si j'avais pas l'image d'une personne qui était à l'aise en cours et qui était à l'aise même dans sa vie et qui était confiante, la classe n'aurait pas confiance en moi et se confierait pas, il n'y aurait pas une bonne alchimie et la classe se comporterait mal, il y aurait des mauvais résultats. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Et je me suis rendu compte au moment de janvier, au moment des inscriptions SCI, que je commençais à stresser en fait. Ce qui est normal, j'étais en 5/2, c'était un peu ma dernière chance. Et je ne sais pas pourquoi,
et je suis content de l'avoir fait. J'ai complètement assumé. C'est-à-dire que j'ai fait une réunion de classe en tant que représentant de classe. Je me suis mis debout, puis j'ai dit, bah écoutez,